Dans la transmission transgénérationnelle, intergénérationnelle ou dans le traumatisme hérité, on ne voit pas cet événement traumatique. Les personnes qui présentent certains symptômes liés à des traumatismes transmis ne font pas le lien. Nous avons tendance à ne pas être conscients de ce qui ne semble pas nous appartenir. Les survivants de traumatismes, ils voudraient pouvoir être quelqu'un d'autre. Ce que la théorie polyvagale nous enseigne, c'est qu'il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, mais d'être soi-même. Cette approche propose un chemin qui nous ramène à notre nature humaine. Je suis ici à Potsdam pour le Congrès polyvagal 2024 et je suis très heureuse d'accueillir une nouvelle venue dans notre communauté, Verena Koenig. Bienvenue et merci d'être ici avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'accueillir. C'est un grand honneur d'avoir cette opportunité. Vous avez été intervenante dans ce congrès. Votre conférence portait sur le traumatisme transgénérationnel, mais vous me disiez que vous faites bien plus de choses en lien avec le traumatisme. Peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus, étant donné que les gens ne vous connaissent pas dans le monde et en France en particulier. Oui. Je pratique en libéral depuis 20 ans maintenant et je me suis spécialisée dans le syndrome de stress post-traumatique complexe et les traumatismes développementaux précoces, les traumatismes d'enfance. J'utilise beaucoup dans mon travail la thérapie systémique familiale et la thérapie des états du moi, qui travaille avec les parties, ainsi que des approches de traitement des traumatismes axées sur le corps. D'autre part, j'enseigne également beaucoup. J'ai une communauté en ligne et nous enseignons aux gens des approches de coaching sensibles au traumatisme parce que c'est un objectif important pour moi. Ma vision, dans un sens, c'est que la théorie polyvagale et les approches et les pratiques sensibilisées au traumatisme puissent être mises en œuvre dans tous les domaines possibles de nos vies quotidiennes et dans toutes les professions. Voilà ce à quoi je me consacre. Donc, il y a là deux aspects, la théorie polyvagale et le traitement des traumatismes. Et d'ailleurs, c'est vraiment cela que chez Quantum Way, nous souhaitons mettre en évidence, c'est-à-dire apporter cette nouvelle compréhension et conception de, quelque part, ce qu'est l'être humain, si je peux le dire ainsi. Et qu'est-ce que la théorie polyvagale a apporté à votre pratique et à votre compréhension des traumatismes complexes et de l'être humain en général? C'est une chouette question parce qu'elle souligne qu'il n'y a pas de séparation entre considérer une personne traumatisée à travers le prisme polyvagal ou considérer un être humain. Oui. Alors, concernant ce que la théorie polyvagale m'a apporté dans mon travail avec des personnes ayant vécu des traumatismes complexes, d'une part, elle m'a offert davantage de possibilités d'expliquer les choses, dans le sens où j'aime bien proposer de la psychoéducation à mes patients, car je pense que c'est vraiment crucial pour le processus de guérison et d'autonomisation. Or, la théorie polyvagale nous fournit de bonnes explications théoriques pour les symptômes, pour les comportements, pour tout ce qui peut se passer quand nous sommes traumatisés. Et il y a aussi, d'autre part, de très belles applications pratiques, pour ainsi dire, concrètes, qui ont été principalement fournies par Deb Dana et qui sont des choses très inspirantes. Comment on peut guider les gens dans leur exploration de leur système nerveux et de leurs symptômes aussi, afin qu'ils développent des façons d'agir qui soient plus compatissantes envers eux-mêmes. Donc, la théorie polyvagale n'a pas
Je n'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose de nouveau, mais plutôt une sorte d'élargissement logique de ce avec quoi je travaillais déjà. Comme si je pouvais me dire, oui, maintenant on a les mots pour le dire, oui, maintenant on a les moyens d'inspirer les gens et de leur apprendre certaines choses encore plus clairement. Et ça a vraiment, vraiment changé la donne. C'est ce que de nombreux thérapeutes ont dit au sujet de la théorie polyvagale. C'était comme ce qui avait manqué, mais qui en même temps était tellement évident. Et la théorie polyvagale permet vraiment d'éliminer du système la honte et la culpabilité, étant donné que nous sommes tous configurés de la même façon, nous avons tous le même système nerveux, et c'est vraiment important que nous le sachions. Oui, oui, et c'est très utile dans le travail sur les traumatismes parce que dans le traitement des traumatismes, ce qui est tellement important, c'est de changer de point de vue. Les survivants de traumatismes sont confrontés à tellement de blocages dans leur mode de vie, leur façon de vivre. Ils voudraient pouvoir être quelqu'un d'autre, ils voudraient pouvoir agir comme les autres. Et ce que la théorie polyvagale et aussi d'autres approches nous enseignent, c'est qu'il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, mais d'être soi-même. Or, le traumatisme bouleverse notre lien avec ce qu'on pourrait appeler notre vrai moi ou notre moi indemne. Et ce point de vue-là, ou ce changement dans la perception de soi ou dans la perception des autres, change tellement la donne et ouvre également tant de dimensions dans l'esprit, dans le corps, dans le lien à l'autre, et permet simplement de réaliser que vous êtes déjà sur la bonne voie parce que vous avez survécu et maintenant vous pouvez poursuivre votre chemin d'une autre manière, avec une autre attitude. Je voudrais m'attarder sur le mot « survivant » parce que c'est un mot qui est utilisé en anglais, je ne sais pas si c'est le cas en allemand, mais en français, il est difficile de parler de survivant. Nous avons tendance à encore utiliser le mot « victime », même si c'est intéressant d'adopter cette idée du survivant, de la personne qui, oui, a survécu à un traumatisme. Alors, qu'en est-il en allemand? Est-ce que vous utilisez aussi l'équivalent du mot « survivant » ? Oui, ça c'est une question très intéressante parce que j'ai observé qu'il y a eu là un changement dans les termes utilisés, en tout cas dans le monde des traumatismes, ça c'est sûr. On a passé du mot victime au mot survivant et c'est lié à la récupération de son propre pouvoir, à l'empowerment, c'est-à-dire que beaucoup de personnes affectées ne veulent pas être appelées victimes, étant donné que cela sous-entend comme un décalage dans le statut de pouvoir. C'est peut-être une bonne façon de le dire. Si je me qualifie de victime d'un traumatisme, je suis toujours dans l'état de victime, alors que l'état du survivant est plus orienté vers les ressources, vers la vie, est plus éloigné de l'agresseur, tandis que l'état de victime est toujours perçu comme lié à l'agresseur. Et c'est pour cela que beaucoup de gens apprécient vraiment cette distinction, car elle leur donne plus d'espace entre ce qui s'est passé dans le passé et leur statut actuel. Oui, mais ce que j'entends souvent, c'est que les gens disent « je ne suis pas un survivant ». Les survivants, ce sont par exemple ceux qui ont survécu à l'Holocauste. Et comme nous sommes en Allemagne, ce congrès se tient près de Berlin, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans nos esprits. Ces gens disent « comment pourrais-je me qualifier de survivant d'un traumatisme? Je n'ai pas vécu ces atrocités-là. » Alors que diriez-vous à ces personnes? C'est très intéressant d'entendre votre point de vue là-dessus. Je pense qu'en Allemagne, il y a un gros problème avec le statut de victime parce que nous sommes le peuple qui a été l'agresseur. Je peux dire que je suis une survivante de traumatisme, ce n'est que mon interprétation du moment, n'est-ce pas? Car c'est comme quelque chose d'individuel. Alors que si je me déclare victime de traumatisme, je me dis mais comment est-ce que je peux être une victime alors que je fais partie du peuple agresseur de ce monde-là, pour ainsi dire. Et peut-être que c'est aussi une partie du problème, ça. Le fait d'être une victime n'est pas une chose acceptée en Allemagne, ou ne l'a pas été pendant longtemps. Les soldats, leurs familles, les gens, les enfants, les femmes, tous ceux qui ont été traumatisés en Allemagne n'ont pas eu
la permission d'être des survivants de traumatisme ou des êtres humains qui ont été victimes, car nous étions les agresseurs, ceux qui avaient répandu l'horreur. Peut-être que cela joue un rôle ici, fait partie de la question. Vous savez, quand je vous entends dire cela, je sens vraiment que, aïe, ça fait mal. Ça fait mal que de nombreuses personnes n'aient pas pu se nommer, se revendiquer survivants ou s'approprier leur propre traumatisme parce qu'elles n'ont pas eu le droit de le faire. Et ça fait partie de... Je pense que c'est peut-être assez particulier ici, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver dans beaucoup d'endroits différents. Non, vous n'êtes pas autorisé à être une victime de traumatisme ou un survivant de traumatisme parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que vous. C'est quelque chose que nous entendons si souvent dans le monde du traumatisme, dans le travail sur le traumatisme, de la part de nos patients. Oui, c'est ce qu'ils nous disent et la perspective que vous nous donnez là-dessus est tellement importante. Oui, et c'est comme une spirale descendante de comparaison. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que peut-être que c'est une sorte, on pourrait dire, de mécanisme de défense, de dire non, je n'ai pas le droit de me qualifier de survivant ou de victime parce que d'autres personnes souffrent davantage. C'est quelque chose qui peut m'aider à diminuer la douleur que je ressens moi-même lorsque je peux la comparer à celle de quelqu'un d'autre qui est encore pire. Comme si je me disais, moi, je dois aller mieux, je dois me sentir mieux, je ne dois pas réclamer quoi que ce soit. Donc cela aide peut-être la personne à ne pas s'enfermer dans le symptôme ou à entrer dans une spirale descendante. Mais cela repousse aussi le traumatisme un peu plus loin et il est donc plus difficile d'en guérir. Oui, c'est vrai, c'est ce que font tous nos mécanismes de défense, ils nous empêchent surtout de guérir. Ils ne nous aident pas à guérir, mais ils nous aident à survivre et nous restons ensuite en mode survie. Pendant ce congrès, vous avez abordé dans votre conférence le thème du traumatisme transgénérationnel, du traumatisme intergénérationnel. Et je pense que c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas vraiment. Ils ne semblent pas conscients qu'ils puissent porter tant de choses qui viennent de leurs parents, de leurs grands-parents et peut-être de nombreuses générations précédentes. Pourquoi, à votre avis, ce sujet n'est-il pas souvent abordé? Je pense qu'il y a de nombreuses raisons à cela. L'une d'entre elles, peut-être, d'abord, pourrait être que nous avons une définition assez stricte du traumatisme. Un des éléments clés de cette définition est la présence d'un événement traumatique. Or, dans la transmission transgénérationnelle, intergénérationnelle ou dans le traumatisme hérité, je ne sais pas si j'utilise ici le terme adéquat, on ne voit pas cet événement traumatique. Donc, les personnes concernées ne répondent pas aux critères du diagnostic. Ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le traumatisme transgénérationnel ou transmis de génération en génération n'est pas diagnostiqué. L'héritage traumatique? Oui, l'héritage traumatique. Ces traumatismes-là ne sont pas vraiment vus ou reconnus. L'autre aspect, c'est que nous avons tendance à ne pas être conscients de ce qui ne semble pas nous appartenir à nous. Donc, les personnes qui présentent certains symptômes liés à des traumatismes transmis ne font pas le lien et ne se disent pas que c'est peut-être lié à quelqu'un d'autre ou à certains aspects de quelqu'un d'autre. Ces personnes ont simplement un symptôme ou des symptômes, ont des problèmes, sont confrontées à des difficultés et elles cherchent des raisons à ce problème particulier. Et elles trouvent des explications comme il s'agit d'une dépression qui est liée à votre biochimie, par exemple, ou il s'agit d'un trouble anxieux. Nous avons des médicaments ou des thérapies à vous proposer pour cela. Il s'agit d'un problème d'attachement. Peut-être devriez-vous faire une retraite avec du coaching ou autre. Il y a donc des points de vue fragmentés qui portent sur des fragments de l'image globale, sur des symptômes isolés. Et cela n'est ainsi pas reconnu comme un traumatisme. Ce sont là peut-être deux raisons qui me paraissent évidentes, en tout cas pour moi. Et aussi, et je l'ai d'ailleurs mentionné dans mon exposé, les
traumatismes hérités sont toujours liés à des aspects non exprimés du traumatisme et à des thèmes politiques non exprimés, des non-dits la plupart du temps. Donc, on ne pense même pas à aller examiner cet aspect-là, étant donné qu'il n'a jamais été intégré depuis très longtemps déjà. Pour revenir à la théorie polyvagale et conclure notre conversation sur les traumatismes, nous ne pouvons bien sûr pas approfondir ces sujets, mais en ce qui concerne la théorie polyvagale, vous avez dit qu'il était important de faire de la psychoéducation pour aider les gens à comprendre comment fonctionne leur système nerveux et les aider à comprendre que leurs réactions ne sont pas de leur faute, entre guillemets, et qu'il est normal qu'ils réagissent de telle ou telle façon. Mais je pense je dirais que c'est plus que simplement de la psychoéducation, car la théorie polyvagale nous amène vraiment dans des endroits où nous ne sommes pas allés jusqu'ici, où nous n'avons peut-être même pas osé aller en psychothérapie. Mhm. Oui. Oui, c'est clairement bien plus que de la psychoéducation. Ce mot est très sec quand on pense à toute la richesse de la texture de cette approche. Je pense que ce type de psychoéducation, entre guillemets, nous conduit à une autre attitude, un autre point de vue, une autre posture. Et cela peut tout changer parfois pour les gens, car et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on répète souvent, je crois. Cette approche propose un chemin qui nous ramène à notre nature humaine. Donc oui, c'est peut-être une bonne idée de conclure là-dessus. Merci beaucoup, Verena, pour cette conversation. Si les gens veulent en savoir plus sur votre travail, ils peuvent vous trouver grâce à votre site internet. Vous avez aussi un podcast en allemand. Oui, il est en allemand, mais vous savez, il y a peut-être des germanophones qui nous écoutent et sur votre site internet, nous pouvons utiliser Google Translate, donc c'est facile. Oui, c'est très facile ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup. C'était génial.